Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, ça commence bien. Je vous retrouve pour votre numéro d'accès direct, votre émission en direct à la fois sur la télé, à la fois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme tous les jours, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag accès direct que ça se passe. Au sommaire, ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau Joanne Vieillard, maire de Saint-Julien en Genevois, pour évoquer quelques problèmes transfrontaliers. Nous prendrons ensuite soin de nous, soin de notre corps, avec deux éthiopathes qui nous rejoindront sur ce plateau. On en saura plus dans quelques minutes, sans oublier comme chaque vendredi, Camille et son calepin pour la Bible, de tout ce qu'il y a à faire dans nos pays de Savoie pour sortir ce week-end et les prochains jours. Bienvenue dans cette émission. Et on commence comme chaque soir avec les titres. Et ce soir, c'est Kim Burley qui s'y colle. Bonsoir Kim. Bonsoir. Alors, avec toi ce soir, d'ici quelques minutes, dans le JT, on va monter en station, parce que même si c'est la fin de saison, on reparle des stations de ski et direction Albier. C'est ça, en fait, on ira à Albier et Montrond, où la station en fait, a confié à une société spécialisée sa gestion. Tout simplement. Et puis ensuite, on reparlera des militaires et du fameux 13e bataillon de chasseurs alpins. Donc on reste en Savoie, où le 13e BCA va ouvrir ses portes le 26 et 27 mai. Et tu as pu interviewer le chef. Le chef de corps, ouais, on y reviendra dans quelques minutes. J'enchaîne, puisque tu es là, je ne vais pas te faire 36 allers-retours. Et avec notre revue de presse quotidienne, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de collégiens qui vont partir dans une des plus grandes salles de concert. C'est ça, en fait, c'est des écoliers de l'école de la Jonchère, qui est à Annecy-Sénaux. Donc en fait, le jeudi prochain, ils vont avoir un concert à l'Olympia. Et donc en fait, c'est une école un petit peu particulière, dans le sens où ils mettent en avant la musique. La musique, en fait, est une matière à part entière, aussi bien que les maths, que la géographie. Et du coup, pour l'occasion, en fait, ils vont aller se produire à l'Olympia, jeudi prochain. Donc, on leur souhaite bon courage. Un beau programme, j'espère qu'ils n'auront pas trop de stress. Et puis ensuite, des répercussions inattendues des grèves. C'est ça. Donc, en fait, il faudra attendre un petit peu pour l'inauguration du Palace de Menton. À cause des grèves de la SNCF, tous les invités ne pourront pas venir être sur place. Donc, du coup, l'inauguration est reportée à une date prochaine. On a hâte de voir ça, mais de toute façon, je pense qu'on suivra le dossier de près. Et puis toi, Manu, on va parler de malbouffe maintenant. Ah ouais, la malbouffe au travail, hein, ça nous parle. C'est Le Progrès en parle aussi avec un article qui est sorti dans son édition d'aujourd'hui. Alors, l'article enfonce un peu des portes ouvertes. Ils sont allés voir un nutritionniste pour rappeler l'importance des fruits et les légumes dans notre alimentation, pour souligner qu'associer soda et un sandwich à midi, c'est pas bien, c'est pas du tout recommandé, et que manger sur le pouce, c'est pas bon pour la santé. Bon, j'abuse un peu parce que c'est vrai qu'une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, mais bon, en tout cas, ce que moi je retiendrai de l'article, c'est que selon le nutritionniste, il faut savoir réapprendre à écouter ses sensations alimentaires. Et moi, quand je viens à l'heure du midi, je me dis souvent que j'ai envie d'un gros burger, et ça changera pas. Et après, on va aller à Serponçon, où un camping un peu particulier va ouvrir. Savais-tu que selon les chiffres, les naturistes sont de plus en plus nombreux, et en France et en Europe? Bien sûr, je ne compte pas les années hippies, mais en tout cas, les camps de naturistes se multiplient, et ça c'est un fait. C'est le cas donc à Serponçon dans les Hautes-Alpes. Si le camping familial La Clé des Champs existait déjà depuis 30 ans, l'actuel gérant, le fils des créateurs, a transformé, ou plutôt divisé le lieu en deux parties. L'une pour les textiles, comme on les appelle, et à partir du 1er mai, la seconde sera rebaptisée Serponçon Naturiste. Alors, selon l'homme, il nous dit, le naturisme, c'est pas du nudiste, et il n'y a pas qu'à se foutre à poil finalement. Mais c'est des valeurs de retour à la nature, car oui, aujourd'hui, il faut être licencié pour avoir l'effet salaire. C'est la Fédération française de naturisme. D'ailleurs, plusieurs réservations sont déjà prises dans ce camping, notamment avec beaucoup d'Allemands, de Belges et de Hollandais. Pour rappel, la France est le pays le mieux loti en ce qui concerne les camps naturistes, avec à peu près 460 espaces dédiés à cette activité. Voilà, merci beaucoup Kim. Je te rappelle tout à l'heure pour le rappel des titres, et j'accueille tout de suite notre invité du jour, le maire de Saint-Julien en Genevois. Antoine Vieillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et avec vous, on va évoquer quelque chose qui est un peu particulier, le droit suisse qui interdit le refus de scolarisation des enfants genevois installés en France. Alors déjà, question bête et méchante, l'interdiction du refus de scolarisation, c'est un peu barbare comme thème, mais concrètement, ça veut dire que finalement, le droit à la scolarité n'est plus respecté ? La constitution genevoise et la constitution suisse prévoient que, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, puisque ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'éducation obligatoire universelle est universelle et gratuite pour tout un chacun. Et malheureusement, ce droit fondamental à une éducation obligatoire universelle et gratuite n'est plus respecté par le canton de Genève depuis quelques mois, puisqu'il refuse la scolarisation de ses citoyens qui résident en France. Donc le problème, il est suisse ou il est français ou il est des deux? Eh bien, il est forcément des deux, puisque par ricochet, en fait, on est en train de parler déjà aujourd'hui de 1900 enfants qui sont accueillis dans les écoles cantonales et que le canton s'apprête à refuser pour l'avenir. Mais c'est un chiffre qui augmente de 6% par an. Donc d'ici quelques années, on va passer à déjà 4000 enfants d'ici quelques années. Et scolariser 4000 enfants dans le Genevois français, ça signifie construire une centaine de classes. Ça signifie embaucher des enseignants qu'on a déjà du mal à trouver. Et au total, c'est une charge publique pour les collectivités, pour l'État français, qui s'élève à 225 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Sachant que les effectifs scolaires sur déjà la commune de Saint-Julien en Genevois sont en nette expansion chaque année. C'est une explosion dans tout le Genevois français. On construit une école par commune et par mandat environ. On a une croissance des effectifs scolaires qui est de 4% par an. Là où Genève se plaint de devoir gérer une croissance de ses effectifs qui a été de 4% sur 15 ans. Donc ils ont une croissance des effectifs scolaires qui est 15 fois inférieure à la nôtre. Ils n'arrivent pas à la gérer et donc ils reportent sur nous la scolarisation des Genevois qui se logent dans nos communes. Donc on connaissait la discrimination des Français travaillant en Suisse. Maintenant, c'est les Suisses qui habitent en France. Finalement, chaque passage de frontière pose problème. Oui, enfin là, Genève dit on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas profiter des effets d'aubaine de la frontière. Néanmoins, celui qui profite des effets d'aubaine de la frontière, c'est le canton de Genève qui a une politique de croissance économique ahurissante, mais qui n'en assume pas les conséquences en termes de logement, en termes d'urbanisation, en termes d'accueil des enfants dans les écoles, et qui perçoit les impôts de ces personnes, mais qui n'accepte pas d'assumer la charge publique de leur instruction. Donc très clairement, c'est inacceptable pour les collectivités françaises. Et la commune de Saint-Julien a demandé un avis de droit, un avocat genevois, qui a confirmé que cette décision du canton de Genève est illégale en droit suisse. Alors qu'est-ce qui vous reste comme option concrètement pour faire avancer ce dossier? Cet avis de droit a été remis aux familles qui ont fait des recours contre la décision du canton de Genève devant la chambre administrative du canton. Et on a bon espoir que la chambre administrative cantonale condamne le canton de Genève et ce nouveau règlement, il l'oblige à accueillir les Genevois qui sont des citoyens et des contribuables genevois et qui ont naturellement le droit de scolariser leurs enfants dans les écoles genevoises. Pour cela, vous avez fait appel à un avocat et un cabinet d'études, c'est bien ça? À un avocat qui est spécialisé en droit administratif et qui nous a remis un avis de droit et qui est à la disposition des familles sur le site internet de la commune de Saint-Julien. Alors, objectivement, on le sait, avec les élections côté genevois du Grand Conseil, du Conseil d'État, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça va ralentir encore le dossier? Non, je pense que c'est plutôt un espoir qu'on tourne cette page de ces années, de ces dérives xénophobes qui aujourd'hui influencent des politiques cantonales. C'est-à-dire que c'est plus seulement le MCG. Là, on est en train de parler de politiques du Conseil d'État qui sont des politiques discriminatoires. Donc les nouvelles élections et puis la baisse du MCG nous laissent bon espoir que le futur Conseil d'État revienne sur cette décision. Je pense que c'est même nécessaire parce que ce serait quand même franchement la honte pour le canton de Genève d'être condamné par la justice suisse sur la base d'arguments juridiques suisses fournis par une collectivité française à des citoyens suisses. Dit comme ça, forcément, ça laisse un peu songeur. Vous avez essayé de communiquer avec les différents partis en présence qui se présentent aux élections, justement, pour essayer de changer la donne? Oui, alors pour l'instant, on communique surtout aussi avec les autorités cantonales. Donc, il y a eu de nombreux échanges de courriers. Enfin, j'ai eu de nombreux échanges de courriers avec François Longchamp sur ce sujet, qui vont continuer jusqu'aux élections. Et puis, on parle régulièrement avec l'ensemble des partis. Et j'espère qu'il y aura un peu de mesure et de bon sens qui va revenir après les élections cantonales le 6 mai prochain. Alors c'est vrai que le bon sens paraît totalement out de ce débat. Concrètement, est-ce que le problème, on parle du Genevois français, mais c'est établi, vous avez peut-être eu des relations avec d'autres collectivités, peut-être côté Pays Gex, qui doivent voir à peu près finalement les mêmes problèmes? Le problème concerne alors c'est surtout la première couronne, puisque les Genevois qui s'installent en France ont tendance à s'installer dans les communes plutôt limitrophes du canton. Donc c'est plutôt la première couronne qui est concernée, c'est tant le Pays de Gex que la Haute-Savoie. En revanche, ça concerne aussi le conseil départemental et le conseil régional qui sont concernés au titre des collèges et des lycées. Donc la charge publique sur les 225 millions que je mentionnais tout à l'heure, la moitié de la charge est pour l'État, État qui perçoit d'ailleurs aucun impôt de la part des frontaliers, enfin un impôt sur le revenu. Et puis il y a 28 millions de coûts pour le conseil départemental et 21 millions de coûts pour le conseil régional. Donc c'est un impact majeur aussi
sur les finances du département et de la région. Et puis cette charge publique, il n'est pas normal qu'elle soit assumée par les contribuables de Haute-Savoie, d'Auvergne-Rhône-Alpes, pas plus que des contribuables de nos communes. Les personnes en question payent leurs impôts à la source au canton de Genève. Il est légitime que le canton de Genève assume ses frais. Ce problème, il n'est pas récent, mais on en parle depuis février. C'est bien ça? Oui, alors ils ont annoncé une intention à l'automne et ils ont pris la décision en février. Et depuis qu'ils ont pris la décision, on a activé tout ce qui était nécessaire. Le gouvernement français a pris la mesure de la dangerosité de cette décision, a demandé à ce que ce soit mis à l'ordre du jour des réunions régulières qu'il y a entre les autorités fédérales et la République française. Et donc ça a été discuté entre diplomates. Le canton de Genève a été convoqué à ces réunions pour s'expliquer. Et je pense que le gouvernement français a à cœur de veiller à ce que cette charge publique suisse ne soit pas reportée sur les contribuables français. Quant au département Haute-Savoie, Ain, etc., ils sont bien au courant, j'imagine, de la chose, vu ce que ça leur coûte, vous l'évoquiez il y a un instant. Quelles sont, par exemple, les réactions de ce côté-là au niveau départemental? J'ai à ce jour entendu aucune réaction du conseil départemental, ni de l'Ain, ni de la Haute-Savoie, ni du conseil régional. J'ai moi-même alerté ces différentes autorités et ils sont en train, je pense, de prendre la mesure de l'ampleur de la difficulté. Ceci dit, avec les derniers développements et cet avis de droit, on a bon espoir que cette décision ne soit jamais appliquée. Néanmoins, le canton de Genève nous avait dit que ce serait qu'à partir de 2019 et on a appris de manière insidieuse par des sources suisses qu'en réalité, déjà 141 enfants avaient été refusés ce printemps. Et donc, 140, sauf si la Chambre administrative nous donne droit, mais c'est 141 enfants en plus à accueillir dans les filières françaises. Donc ça veut dire qu'ils sont passés, ils sont rentrés dans des classes françaises ou... Non, alors c'est pour la rentrée prochaine. C'est pour la rentrée Donc pour l'instant, ils sont refusés à Genève. Ils mettent en parallèle, et je suppose qu'ils s'inscrivent en fait dans les communes frontalières. Et en parallèle, ils continuent leur procédure de recours vis-à-vis de la Chambre administrative. Donc si d'ici un mois, la Chambre administrative annule la décision du canton, ils pourront scolariser à Genève et il n'y aura pas d'impact. Dernière petite question, on a une sortie de crise entre guillemets potentielle, on a déjà un horizon. Ben là, c'est la décision de la Chambre administrative. Je pense que la décision de justice sera prise dans le courant du mois de juin, je l'espère. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous. On suivra bien sûr cette affaire de très près dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous laisse repartir en régie pour accueillir nos prochains invités pour parler un petit peu bien-être, soins du corps, etc. Tout de suite, c'est nos invités, on en parle. Emilia Rossini, Kevin Spech. Spech, je dis, oui, Spech, oui. Voilà. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, on va parler de l'éthiopathie, une discipline, alors comment on pourrait la qualifier, un art, C'est une médecine manuelle, en fait. Une médecine manuelle, ouais. Ancestrale, mais pourtant qui n'a jamais été aussi actuelle, si je peux me permettre. On est les rebouteux modernes, en fait. C'est l'éthiopathie, on a pris des techniques des rebouteux, quelques techniques de rebouteux qui fonctionnaient, et on a en fait, on l'a modernisé, on a pris des éléments scientifiques et on a permis par des méthodes d'expliquer comment fonctionnaient en fait ces méthodes, pourquoi elles ont un réel effet sur le corps. Alors l'idée vraiment c'est d'avoir une médecine qui est non intrusive, qui est principalement basée sur le toucher, si je ne dis pas de bêtises, sur la manipulation, mais de la manipulation douce. Oui, c'est de la manipulation douce, hein. Il n'y aura jamais une manipulation forcée, c'est le respect de la physiologie, le respect des articulations. Et notre travail, ça va être vraiment de redonner de la mobilité à une articulation, en fait, ou à un viscère, voilà. Donc une pathologie va venir s'installer quand ça va manquer de mobilité au niveau articulaire. Alors, quels sont le profil des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt Vraiment tout type de patients, que ce soit des nourrissons aux personnes âgées, en passant par des sportifs. On a énormément de pathologies sportives. On a vraiment tout type. Après, il y en a qui se spécialisent un petit peu, mais généralement, on est capable de soigner toutes les pathologies du moment qu'elles restent dans notre rayon d'action. Alors aujourd'hui, il y a énormément de disciplines, de sortes de médications qui existent.
On vous pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est la différence avec l'ostéopathie que la plupart des gens connaissent aujourd'hui? Alors c'est 2 thérapies manuelles, c'est pour ça que la confusion peut se faire en fait. Mais il y a 2 vraiment principales différences. La première, c'est notre mode de raisonnement, le raisonnement déterministe qui nous permet de remonter à la cause du problème. Ça, c'est propre à l'éthiopathie. C'est ce qu'on apprend durant 6 ans d'études, donc à remonter à la cause d'un problème mécanique et à le traiter. Ensuite, la deuxième différence, ça va être qu'en ostéopathie, il y a beaucoup d'écoles différentes. Elles ont, avec du coup, des traitements différents en fait, pour la même pathologie. Alors qu'en ostéopathie, on va tous faire la même chose. On a une formation qui est unique en fait. Et du coup, que vous allez voir un ostéopathe par exemple à Genève ou à Collonges, vous aurez le même traitement. C'est vraiment le raisonnement qui diffère, où on a vraiment une méthode d'analyse. On va remonter à la cause par l'anatomie, donc comment est fait le corps, et la physiologie, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a déterminé la cause de la pathologie, en réduisant le problème, hein, donc que ce soit articulaire ou viscéral ou ORL, eh ben, on devrait avoir normalement la disparition des symptômes en fait, des patients. Et ça, on peut vraiment traiter tous les maux, justement, qui soient vraiment douleur articulaire ou organes internes. Voilà. Oui. On a aussi bien des sciatiques, choréalgie, suivant l'origine, hein, pas tous les types de sciatiques, mais une partie, ou des troubles musculaires, contractures, mais également des ballonnements, pesanteurs. Suivant l'origine, suivant la cause, on peut plus ou moins avoir un effet et voire même disparition complète des symptômes. C'est vraiment une médecine avec les effets bénéfiques qui sont, entre guillemets, tout de suite, qui sont réels et dont on peut vraiment se rendre compte. Oui, tout à fait. En fait, le patient va avoir un soulagement immédiat. Il va sortir du cabinet, ça va aller mieux. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur le long terme. Il peut y avoir besoin de plusieurs séances. Hein, si la pathologie est chronique, depuis 10 ans, évidemment, on ne va pas faire un miracle en une séance. Mais le patient ira mieux tout de suite. C'est très rare que le patient ressorte et qu'il n'ait pas un mieux. Donc la douleur est tout de suite atténuée parce qu'on agit directement sur la cause, en fait. Concrètement, ça se passe comment une séance d'éthiopathie typique, si je peux me permettre? Bon, déjà, il y a l'anamnèse, tout ce que le patient il arrive avec son bagage, en fait, hein, bagage médical, les antécédents, donc déjà à prendre en compte. Après, suivant les symptômes qu'il présente, on va déjà voir si on a une possibilité en fait, de traitement. Et une fois qu'on a ciblé le problème, par exemple une contracture qui est liée à un problème articulaire, hein, donc on va aller sur l'articulation, réduire en fait le problème de mobilité de cette articulation et pour qu'en suive la décontraction musculaire liée à cette articulation. Donc il y a une première partie vraiment discussion avant la partie manipulation. C'est la plus importante parce que c'est par la discussion, on a vraiment cette méthode d'analyse des symptômes qui va nous permettre d'induire la cause, c'est-à-dire de remonter à l'origine même du problème. Le but n'est pas de chercher avec les mains, c'est de confirmer avec les mains. Le diagnostic, on le fait éthiopathique, on le fait avec la tête, pas avec les mains, pour vraiment déterminer l'origine. Quand on se lève du bureau, on sait déjà ce qu'on va faire, en fait. On confirme. C'est pas nos mains qui nous indiquent quelque chose. C'est pas un don. Voilà, c'est très cartésien, très scientifique. Telle douleur va être causée forcément par cette chose-là, donc on sait directement où aller travailler. Il doit y avoir quand même pas mal de gens qui arrivent avec pas mal de symptômes, d'idées reçues, ou de se dire ah ben, j'ai mal là, c'est peut-être à cause de ça ou autre. Vous arrivez à déceler le vrai du faux? Oui, il ne faut pas prendre en considération leur diagnostic à eux, leur autodiagnostic. Donc oui, ça arrive fréquemment. Hein. Les gens ils vont sur Internet, ils se trouvent. Oui, voilà, ouais. C'est ça. Mais non, ça arrive tous les jours. Mais nous, on a l'habitude, puis on reconnaît directement. Enfin, la plupart du temps, on arrive à retrouver tout de suite la cause du problème. Alors aujourd'hui, vous êtes référencés tous les éthiopathes selon le registre national des éthiopathes. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez relativement carré. Quel est le cursus finalement pour devenir éthiopathe? Est-ce qu'il y a une longue formation? Oui, alors en fait, il y a 4 facs. Il faut déjà savoir qu'il y a 4 facs en France. Donc Lyon, Paris, Rennes, Toulouse. Et ces 4 facs, en fait, elles ont chacun leurs étudiants qui doivent avoir fait un parcours de 6 années complètes pour pouvoir valider et être éthiopathe. Donc c'est 6 années d'études. Avec des matières phares comme l'anatomie, la physiologie, la clinique, la technique. Donc comment on manipule, apprendre à manipuler, ça prend du temps parce qu'il faut connaître le corps par cœur. Donc ça, c'est vraiment les matières fondamentales. Et voilà, ça prend 6 ans. Donc c'est quand même. Il y a aussi des dissections en fac de médecine. D'ailleurs, Kevin. Je donne les cours de dissection. J'ai passé en plus un DU en anatomie pour pouvoir enseigner les dissections. Donc je monte. Donc c'est à Paris au Centre du Long des Corps. Donc je vais
dans ce centre-là pour justement montrer aux étudiants La vraie anatomie. les structures anatomiques pour qu'ils puissent... ils ont besoin de savoir ce qu'il y a sur le capot pour être bon garagiste, si je puis dire. Tout simplement. Question bête et méchante, le prix d'une consultation, à peu près? Alors, C'est variable en fonction de l'endroit, évidemment. En ville et dans des milieux plus ruraux, le prix va être différent. En moyenne, on va dire que c'est autour de 50 € en France. Et en Suisse, parce que moi je travaille en Suisse, c'est 110 francs environ, 120 francs. Ça dépend également, j'imagine, de la renommée et de l'expérience. ouais, du voilà. bagage. Puis il y a- Chacun il y a, fixe il y a son des temps. mutuelles qui prennent en charge, des complémentaires aussi. Alors on n'est pas aussi connus que nos voisins, les ostéopathes, mais on est déjà quand même souvent remboursé. Donc il y a quand même une prise en charge. Ouais, en D'accord. Suisse, il y a vraiment une très très bonne prise en charge des assurances complémentaires en fait. Si vous avez une complémentaire, vous êtes remboursé à tous les coups, quoi. Aujourd'hui, on dénombre à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 400 praticiens en France. C'est une tendance qui augmente. Emilia? Oui, elle augmente, mais gentiment, vu qu'on ne diplôme pas beaucoup d'étudiants. On diplôme une quarantaine, cinquantaine d'étudiants par an. Donc évidemment, les chiffres n'augmentent pas de façon faramineuse, mais ça augmente en effet, oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui s'inscrivent tous les ans dans les facultés d'éthiopathie. Tout simplement. L'éthiopathie, donc n'hésitez pas, la médecine douce, c'est partout finalement en France, c'est pas si cher que ça, et ça pourrait peut-être vous soulager si vous aussi vous avez des petits problèmes, quels qu'ils soient. Merci beaucoup à vous deux Merci d'avoir à été vous. sur ce Merci à plateau vous. aujourd'hui. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir Camille comme chaque semaine et sa chronique dans mon calepin. Ça va, il te reste 8 minutes. Tu penses pouvoir gérer Je pense pouvoir gérer Ouais, ça facilement. alors d'accord. Et on va commencer tout de suite avec un événement incontournable de Savoie-Mont-Blanc, bien sûr, la foire internationale de La Roche-sur-Foron. Et t'as vu, je t'ai laissé galérer. Hein. J'ai vu que tu Ouais, avais ouais, du non, mal, mais je t'ai super, laissé, ça je se t'ai laissé réglera en faire. coulisses. Donc oui, grand rendez-vous de printemps à Roche Expo, à La Roche-sur-Foron. Donc se déroule la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Elle rassemble chaque année plus de 500 exposants représentant les dernières tendances dans de nombreux domaines comme l'ameublement ou le plein air. C'est donc dès demain jusqu'au 8 mai qu'elle se déroulera. Et elle prendra les couleurs de l'Inde puisque c'est l'invité d'honneur de cette édition. Comme toujours au programme gastronomie, art, musique, spectacles divers envahiront la foire pendant ces 11 jours de festivités. Et Manu, je te propose d'en découvrir un petit peu plus avec la bande-annonce de l'événement. Super, on regarde. Cette année, la foire vous fait voyager dans un univers festif et coloré, car l'Inde est notre invité. Découvrez le village indien, vibrez au son des animations musicales tous les jours avec un grand spectacle Bollywood le samedi 28 avril. La foire, c'est aussi la nocturne, vendredi 4 mai, 4 concerts scènes régionales, des journées thématiques et des dizaines d'animations pour toute la famille. Plus de 550 exposants vous attendent du 28 avril au 8 mai au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. En fait, tu n'avais pas besoin de faire une chronique, hein, tout était résumé. Exactement, j'ai fait beaucoup de petits teasers, tu verras aujourd'hui, c'est un vendredi particulier. Au niveau des tarifs, il faut compter 6,50 € pour un adulte, 5 € si vous achetez vos places en ligne, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Tu vois, je rajoute quelques infos quand même en plus. Tu as fait tes recherches. Classe. Et ensuite, on part côté Chambéry. Oui, on parle d'art avec Interface. Donc c'est une exposition événementielle interactive qui se déroule depuis hier à la Chapelle Vaugelas à Chambéry. Ça dure jusqu'au 5 mai. L'idée, c'est de créer un moment artistique unique sur Chambéry qui est ouvert à tous. Au programme, soirée, jeux de rôle grandeur nature pour le samedi, dimanche, lundi, mercredi et vendredi. Une soirée théâtre le mardi 1er mai, jeudi 3 mai, soirée cabaret et samedi 5 mai, soirée de clôture. Il y aura également une exposition d'œuvres proposées à la vente et différents ateliers thématiques tout public. Pour les tarifs, il y a des entrées libres, des chapeaux et parfois des spectacles payants de 5 à 20 €. Donc voilà, toutes les infos sont à retrouver sur leur page Facebook interface.expo. Ah, c'est vrai que ça fait du condensé d'infos. Ça hein. fait du Heureusement que tu condensé. renvoies sur la page Heureusement Facebook. qu'il y a aussi la petite affiche qui récapitule un peu tout ça. Et puis, on va parler d'un de tes coups de cœur. Oui, parce que tu sais que j'adore les animaux et particulièrement les chevaux. Je ne pouvais pas ne pas parler d'Ex-Anima du théâtre équestre Zingaro et mis en scène par le célèbre Bartabas. Au centre du spectacle, des chevaux bien sûr, mais des chevaux en quasi-liberté, simplement guidés jusqu'à la piste par les hommes dont on oublie presque la présence. Hein. Ils sont habillés tout de noir, on les voit à peine. Manu, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir en quelques images. Allez.
Alors, un très joli spectacle auquel j'ai pu assister dernièrement. Alors oui, c'est complet jusqu'au 13 mai. Mais si j'en parle, c'est parce que j'ai une petite confidence à vous faire, c'est qu'il reste toujours quelques petites places. Alors très peu, mais une petite dizaine chaque soir qui est un peu mise en réserve. Donc si vraiment c'est un spectacle qui vous tient à cœur, ne vous arrêtez pas au fait que c'est complet. Essayez d'y aller quand même, tentez votre chance. Et normalement, ça devrait pouvoir marcher. Donc voilà, la billetterie Bonlieu, Espace Malraux, qui est sur place au Bourget du Lac. Donc voilà, on n'hésite pas à aller voir et je crois que toi, c'est au programme. Oui, c'est Je au devrais pas être programme, déçue. mais Mais alors, je te sens partagée. je sais pas, c'est Bartabas, c'est un peu conceptuel et j'ai l'impression que c'est le spectacle le plus conceptuel de Bartabas quand même. Moi, j'ai adoré. Honnêtement, Bon alors je te fais j'ai adoré. confiance. Et on part un peu plus sportif cette fois-ci avec un bel événement et du côté de Saint-Julien qui fera plaisir à monsieur le maire qui était avec nous tout à l'heure. Voilà, alors je commence avec une question Manu. Est-ce que tu sais combien de personnes meurent de maladies cardiovasculaires chaque jour en France? Alors c'est une question piège, j'ai strictement aucune idée, mais allez au pif, je veux dire une dizaine. Alors tu t'en approches pas du tout. Ok. J'avais prévu que je me donne un chiffre un peu plus près, mais c'est quand même 400 personnes chaque jour en France qui décèdent même. voilà, de maladies cardiovasculaires. Sache qu'en plus, 200 personnes pourraient être sauvées au quotidien si on connaissait les bons gestes. Donc pour cela, le parcours du cœur fait partie des grandes actions de prévention contre ces maladies. C'est une occasion pour tous et pour toutes de s'informer sur son cœur, de déceler les facteurs de risque grâce à des tests de dépistage gratuits, de participer à différentes animations sportives et d'apprendre les gestes qui sauvent. Donc rendez-vous demain dès 9h30 au centre-ville, rue Amédée 8 de Savoie à Saint-Julien-en-Genevois. Et on vous donne également rendez-vous sur Annecy le samedi 5 mai, place François de Menton dès 9h45. Voilà, il y aura quelques événements comme ça dans le coin. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Pour le coup, 200 personnes qui pourraient être sauvées chaque jour, il y a moyen de s'informer. Un bel événement pour les sportifs, pour une bonne cause. On garde les baskets et on garde l'esprit solidaire pour passer de l'autre côté de la frontière. Voilà, le Harmonie Genève Marathon for UNICEF, c'est l'un des plus beaux marathons d'Europe. J'ai déjà dit ça la semaine dernière avec le marathon d'Annecy, mais effectivement, il y a beaucoup de jolis marathons dans notre région et voilà, près de chez nous. C'est ton cœur de marathonienne et de sprinteuse qui parle. Voilà, qui parle. Donc il y a une première partie en campagne et une arrivée au cœur de la ville en face du célèbre jet d'eau de Genève. Ça séduit les coureurs venus du monde entier. Manu, je te propose de te mettre tout de suite dans le bain. Allez. Donc ce sera la 14e édition le week-end prochain, les 5 et 6 mai. 8 courses au programme, comme tu as pu le voir, le marathon en relais, le semi-marathon, le semi en fauteuil de course, le 10 km en courant ou en marchant, la genevoise de 6,5 km et les courses juniors pour les 6 à 15 ans. Donc vous pouvez encore vous inscrire pour toutes les courses. Je suis allée vérifier de moi-même. Je ne me suis pas inscrite, mais je suis allée vérifier. Vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire. Pour les tarifs, cela varie. Comptez 105 francs suisses pour le marathon en individuel, 70 pour le semi ou encore 55 pour le 10 km. C'est des prix quand même de l'autre côté de la frontière, c'est ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et c'est au moment de l'inscription que vous pouvez faire un don en ligne allant de 1 à 100 francs suisses, voire plus si vous le souhaitez. Depuis 2010, plus de 500 pompes à eau ont été financées grâce à ce partenariat entre l'UNICEF et le Marathon de Genève pour fournir de l'eau potable aux enfants dans le monde. Donc si on veut tenter l'aventure, on a jusqu'au 3 mai pour se rendre sur le site qui s'affiche sur l'écran. Voilà, une bonne cause, c'est chouette. Oh, c'est classe, hein, mais qu'est-ce qu'on ferait pas sans les musiques de Hans Zimmer et des images au ralenti. Et un petit dernier pour la route, et alors là, t'es parti loin, enfin très près de chez nous, mais loin dans le temps. Loin dans le temps, mais j'en parle parce que voilà, tout le monde connaît le Festival international du film d'animation à Annecy. Donc cette année, ce sera du 11 au 16 juin. Il y aura quelques 150 000 spectateurs qui déambuleront dans les rues d'Annecy. Mais si j'en parle, c'est parce qu'on peut devenir bénévole. Donc ils recherchent d'ailleurs des bénévoles. Si vous avez l'esprit d'équipe,
que vous êtes dynamique, que vous avez le sens de l'orientation, parce que c'est toujours mieux pour donner la bonne direction aux gens, et que vous êtes à l'aise en anglais, alors n'hésitez pas à postuler au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Sachez qu'en contrepartie, vous aurez droit à une accréditation vous donnant accès aux salles de projection. Quand vous ne travaillez pas, évidemment, vous serez défrayé de vos repas et aurez également une carte de bus du réseau Cibra pour circuler facilement. Donc voilà, c'est tout bénef. On n'hésite pas à écrire à la CITIA et à devenir bénévole. Ouais, mais nous, chaque année, on bosse à cette... Ouais, nous, on on le peut couvre, tout ça. On ne peut pas être bénévole. Mais bon, Chier pour de les vie. autres, voilà. Bon, le message est lancé. Merci beaucoup, Camille, pour cette superbe rien. sélection. Et puis, bah, je te laisse finir l'émission où tu veux, hein, si tu Ça veux marche. rester, si tu veux repartir. Allez, je reste. Moi, Tu restes ici, ah, t'es Je une suis bien folle avec dans toi. ta tête. Et j'accueille Kimberly Trivio pour le rappel des titres qui seront évoqués dans un instant. Rebonjour, Kim. Bonjour. Et avec toi, on va repartir en station d'ici quelques minutes dans le JT pour reparler de la station d'Albier-Montroux. C'est ça, en fait, cette station a décidé de faire confiance à une société privée pour la gestion de son domaine. Eh ben, de superbes images de Guillaume Vuitton qu'on verra donc d'ici quelques minutes. Et ensuite, on va se réintéresser à des militaires après avoir parlé de l'exercice CERS il y a quelques jours. Et on va aller du côté de Barbie avec le 13e BCA. C'est ça, donc là, on reste toujours en Savoie. Et puis, les portes ouvertes ont lieu le 26 et 27 mai. Et du coup, tu as pu rencontrer le chef de corps ce Voilà, matin. qui nous a annoncé que ce sera des grandes journées et qu'il est important de remettre le bataillon à sa place dans le département, de la place qui est la sienne. Voilà, on est déjà au terme de cette émission, de cette semaine de présentation pour moi. Lundi, il y aura une spéciale parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le pont. Mardi, c'est les congés, 1er mai, etc. Il y aura une autre personne, un nouvel accès direct, ici même en plateau. Mercredi, tout de suite, c'est le JT, justement, avec Kimberly Trivio. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.